Un jeune garçon en uniforme scolaire court à perdre haleine, poursuivi par une petite créature. Même s'il sait que crier ne sert à rien, puisqu'il est totalement isolé, il ne peut pas s'en empêcher. Il ignore complètement ce qui le traque. C'est alors qu'une voix féminine, au ton presque enfantin mais étrangement détaché, lui révèle enfin la vérité. Il est poursuivi par un simple lapin cornu de niveau 1. Comme une téléopératrice fatiguée, la voix lui demande ensuite s'il a besoin d'autre chose. Le garçon, paniqué, supplie juste de ne pas être laissé seul. Mais dans sa fuite, il glisse et tombe. Le lapin en profite immédiatement pour attaquer et transpercer son sac avec sa corne. Par chance, le garçon chute directement sur la tête de la créature. Et ce qui se passe ensuite est si brutal que la scène semble presque censurée. Pendant ce temps, une elfe marchant dans la forêt entend une voix masculine lui conseiller d'aller vers l'est, car quelque chose de précieux va y tomber. Intriguée, elle s'arrête pour réfléchir. Mais sa concentration est brisée lorsque les boutons de son chemisier cèdent sous la pression, révélant toute la puissance de sa poitrine. De retour au garçon. En une fraction de seconde, il est passé de proie à survivant. Soulagé d'être encore en vie, il regarde autour de lui, sans comprendre où il se trouve. Son téléphone ne capte aucun réseau. Quant à la voix qu'il a entendue, peut-être une hallucination due à la faim, car il a terriblement faim. Son regard se pose alors sur le cadavre du lapin. Il se demande d'abord si la viande est comestible, mais il n'a aucun moyen d'allumer un feu. La voix intervient de nouveau, confirmant que l'animal peut être mangé, et qu'il serait préférable de le cuire. Ne sachant que faire, il décide d'emporter le corps avec lui, au cas où. Après avoir rangé le lapin dans son sac, il en profite pour poser une question à cette mystérieuse voix. Où est-il exactement? Mais la réponse est étrange. La voix lui explique simplement que son sac est un objet porté sur le dos, fabriqué à partir de matériaux inexistants dans ce monde. Le garçon est alors fasciné. Il réalise qu'il a en lui quelque chose qui répond précisément à toutes ces questions. Excité, il commence à poser des questions absurdes, comme ce que sont le ciel ou la terre. Et lorsqu'il demande ce qu'est le sol sous ses pieds, la réponse tombe. Le dévoreur de labyrinthe, niveau 273. Une réponse totalement incompréhensible pour lui. Mais, fidèle à son âge, cela ne l'inquiète pas vraiment. Au lieu de cela, il fait une nouvelle demande. On lui annonce que son nom est Maneb Hibiki, un évaluateur provisoire de niveau âgé de 16 ans. Jusqu'à présent, Hibiki pensait n'être qu'un simple lycéen, et maintenant il doit comprendre pourquoi il est devenu un évaluateur provisoire. Comme la voix mystérieuse ne répond pas à cette question, il demande au moins qui elle est. On lui répond qu'elle est le support de statut, bien qu'elle ne puisse pas répondre aux questions concernant ses propres informations. Toujours confus, le garçon consulte son statut et découvre un certain nombre de compétences étranges, telles que l'évaluation, le coffre au trésor, la carte du monde, la traduction et le tutoriel. N'ayant rien d'autre à faire, il teste la compétence qui lui semble la plus impressionnante, les yeux du sage, prenant une pose typique de protagoniste d'anime et criant pour activer ce pouvoir supposément magnifique. Cependant, lorsqu'il réalise ce qui s'est passé, il comprend qu'il s'est simplement ridiculisé, car rien ne s'est produit. Se sentant gêné, il essaie ensuite le tutoriel, mais on l'informe que cette compétence est déjà en cours d'utilisation. Ne comprenant toujours rien, il tente la carte du monde et se retrouve déçu de constater qu'il ne s'agit que d'une simple carte avec très peu d'informations, comme une ligne tracée montrant le chemin qu'il a parcouru dans la zone qui, d'ailleurs, consiste principalement en des mouvements circulaires, indiquant qu'il n'est pas très doué pour s'orienter. Quoi qu'il en soit, avec ce qu'il a, le garçon continue son voyage vers n'importe où, jusqu'à ce qu'il trouve une route qui pourrait être sa sortie de ce vaste champ vide. Après un autre faux pas, il tombe face contre terre sur les pierres de la route et se plaint de leur température. À ce moment-là, il reçoit le titre « Rejeté d'un autre monde ». Comprenant de moins en moins ce qui se passe, Hibiki est soudain confronté à un monstre ressemblant à un chien, mesurant près de 3 mètres. La créature a l'air féroce et prête à le dévorer, mais elle est surprise par le cri de Hibiki et reçoit immédiatement une attaque magique à la tête. Hibiki regarde en direction d'où provenait cette attaque et voit qu'il s'agissait d'une flèche tirée par une elfe, heureux d'avoir trouvé une autre personne. Il entend la voix activer la compétence de traduction afin qu'il puisse communiquer, soulagé que le garçon soit indemne. Elle se présente sous le nom d'Emilia et lui demande comment il est arrivé là. Cependant,
Hibiki ne se concentre que sur ses oreilles pointues, les fixant jusqu'à conclure avec joie qu'elle doit simplement faire du cosplay d'elfe. Ne le comprenant pas du tout, la femme lui demande ce qu'il faisait dans la prairie du dévoreur de labyrinthe. Comme prévu, il répond qu'il n'en a absolument aucune idée, rendant la conversation de plus en plus confuse. Au milieu de celle-ci, Hibiki consulte son statut et découvre qu'elle s'appelle Emilia Steinbart, une archère spirituelle de niveau 3, âgée de 56 ans, dont la compétence spéciale est l'ouïe spirituelle. Par ailleurs, il est choqué lorsqu'il voit son âge, car elle n'avait pas l'air âgée à première vue. Emilia explique que le dévoreur de labyrinthe est un monstre qui se camoufle dans le champ et n'attaque pas directement ses cibles. Il ne le fait que lorsqu'elles sont épuisées après s'être perdues dans cet endroit. Fière qu'une personne si jeune ait survécu à une possible tragédie, la femme aux oreilles pointues lui offre une étreinte réconfortante pour lui montrer son inquiétude. Cependant, lorsque Hibiki dit qu'il a en réalité 16 ans, l'elfe le secoue d'incrédulité, incapable d'accepter qu'un humain de sa taille soit déjà considéré comme adulte. Cette nuit-là, tandis qu'ils installent tous les deux un pot sur le feu pour préparer la viande de lapin cornu, Hibiki apprend que dans ce monde, les jeunes de 15 ans sont vus comme des adultes. Il décide de laisser cette question de côté pour se concentrer sur le dîner. Peu après, affamé, le garçon dévore la nourriture en un clin d'œil et reçoit une tasse de thé. Profitant de l'occasion pour demander où diable il se trouve, l'elfe lui crache la boisson droit au visage et, après s'être remis de son choc, répond qu'ils sont dans le royaume de Aberastia. Confus, Hibiki explique qu'il n'a aucune idée d'où cela se trouve, puisqu'il vient du Japon, et bien sûr, l'elfe n'a aucune idée de ce que cela signifie non plus. Quoi qu'il en soit, supposant que le jeune homme doit être anxieux après être arrivé d'un endroit aussi lointain et inconnu, Emilia promet de l'emmener à la ville pour lui montrer un peu plus comment fonctionne ce monde. Au moment de dormir, elle active une compétence appelée alarme aérienne pour les protéger pendant la nuit. D'ailleurs, elle trouve très étrange qu'ils viennent juste de se rencontrer et que le garçon ait déjà baissé totalement sa garde, endormi profondément sans aucune gêne. Observant ses vêtements, l'elfe suppose qu'il vient vraiment d'un autre monde et qu'il pourrait être la personne importante dont l'esprit lui a parlé lorsqu'il lui a dit de se diriger vers l'est. Cela dit, l'esprit remercie Emilia d'avoir protégé le garçon. Dans la scène suivante, assis à une table avec deux autres adolescents, Hibiki est réveillé par une femme qui lui demande de se concentrer sur la spécialité d'Amin. Elle s'était préparée à le réveiller. Après avoir pris une gorgée, Hibiki loue la richesse de la saveur et de l'arôme. Un commentaire qui surprend Amin à cause de son ton très mature. En réponse, il explique qu'il est déjà un adulte, même s'il mesure environ 3 pieds et 11 pouces. Une amie nommée Kayoko le rassure en lui disant qu'il est encore en train de grandir, et Amin ajoute qu'elle est dans la même phase. Hibiki jette un regard vers la poitrine de la fille et approuve silencieusement, tandis qu'un autre ami à table, nommé Teki, approuve son comportement, en affirmant qu'il a toujours eu de bonnes affinités avec les femmes plus âgées. Par exemple, la fille de la boulangerie qui lui donne toujours un petit extra, ou la vendeuse de la petite boutique qui sourit toujours, ou même la femme mariée de la boutique de bentos. Hibiki pense que tout cela n'est que l'imagination de son ami, mais ce dont il est certain, c'est que les vacances d'été vont bientôt commencer, et qu'il avait hâte de se trouver une femme plus âgée pour acquérir de nouvelles expériences. À ce moment-là, Hibiki se rappelle que les vacances d'été approchaient bel et bien, et que, le dernier jour d'école, il avait essayé d'entrer dans la salle de classe. Quand il a ouvert la porte, il a soudainement vu une lumière vive. Après cela, il est simplement arrivé dans ce nouveau monde où il a été accueilli par quelqu'un dont il ne se souvient plus, se réveillant du rêve au milieu de la nuit. Hibiki regrette ses amis et se demande s'ils s'inquiètent pour lui, mais il est interrompu lorsqu'un des boutons de la chemise d'Emilia le frappe au visage, sans y prêter beaucoup d'attention. Il demande à la voix ce que signifie la lueur verte autour de leur camp. On lui dit qu'il s'agit d'un sort de barrière qui surveille une zone prédéterminée et déclenche une alarme s'il détecte un intrus. En voyant le sort de ses propres yeux, Hibiki conclut qu'il est vraiment dans un autre monde, mais admet qu'il aimerait savoir comment retourner dans le sien. Pour mieux se comprendre, il vérifie ce que sa classe signifie. La voix explique qu'il s'agit d'une classe de rareté de rang B, capable d'identifier les capacités et les caractéristiques. Cependant, sa classe ne possède pas de capacité de combat, même si Hibiki en comprend partiellement le concept. Il ne sait toujours pas pourquoi sa classe est étiquetée provisoire.
Ne recevant aucune réponse de la part de son support de statue, il décide de retourner se coucher. Le matin venu, Emalia rassemble ses pensées et se rappelle qu'hier, elle a passé la nuit à aider ce petit garçon dormant à côté d'elle, ou plutôt cet adulte, puisqu'il prétend avoir 16 ans. Elle réalise alors qu'elle a passé la nuit à côté d'un homme adulte, ce qui la trouble un peu, n'ayant jamais été dans un groupe et ne sachant pas comment ces choses se passent normalement. Elle tente de se convaincre que cela est tout à fait normal. Puis, en remarquant que son bouton s'est détaché, l'elfe pousse un cri et réveille Hibiki. Il replace le bouton pour elle tout en commentant qu'elle a un physique bien développé, ce qui lui vaut un coup qui l'envoie voler à travers le champ. Un peu plus tard, alors qu'ils reprennent leur voyage, Emalia s'excuse pour son geste, mais Hibiki lui assure que ce n'est rien. Il avoue toutefois qu'il ne serait probablement pas en vie s'il n'avait pas pris sa potion, et elle lui explique qu'il se dirige vers la ville de Roel, et que cela devrait leur prendre une demi-journée s'ils continuent à travers la forêt comme prévu. Hibiki s'inquiète des monstres, mais Emalia le rassure en lui promettant qu'elle le protégera. Elle lui demande alors s'il a ressenti l'aura d'un monstre, et il explique qu'il l'a fait grâce à la compétence carte du monde. L'elfe est complètement stupéfaite, car il s'agit d'une compétence de rang ultra rare à lait. Totalement concentrée, elle lui demande ensuite sa classe, et il répond qu'il est un évaluateur provisoire. Emalia pense d'abord à une blague, mais le garçon lui assure qu'il ne comprend pas lui-même ce concept. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il peut sentir les personnes et monstres à proximité et voir les chemins qu'il a parcourus. Presque à bout de nerfs, Emalia lui explique que tout aventurier donnerait sa vie pour posséder une telle compétence, indispensable à la survie. Hibiki, ignorant ce qu'est un aventurier, demande au support de statut et apprend que ce sont des personnes affiliées à la guilde des aventuriers, qui acceptent des missions comme chasser des monstres ou collecter des matériaux en échange de Quoi qu'il en soit, Emilia comprend enfin comment Hibiki a réussi à s'échapper du pré du labyrinthe dévoreur. Mais elle ne parvient pas à comprendre comment ce gamin n'a pas encore réalisé, jusqu'à présent, les pouvoirs qu'il possède, ces mêmes pouvoirs qui expliquent pourquoi il est encore en vie aujourd'hui. À partir de là, elle en tire la conclusion suivante. Hibiki ne peut être qu'un garçon ignorant et naïf, et elle précise qu'elle le dit avec tout le respect qu'elle lui doit. Touchée par ces remarques à peine voilées, Hibiki se dit qu'elle n'a probablement pas beaucoup d'amis, un constat qui le frappe plus qu'il ne s'y attendait. Même ainsi, il lui assure que les deux sont amis. Ces mots semblent déclencher quelque chose chez l'elfe, comme si personne ne l'avait jamais appelé ami auparavant. Laissant cela de côté, le garçon consulte sa carte et remarque qu'ils sont près d'un lapin à cornes de cristal. La simple mention de cette créature plonge l'elfe dans une panique encore plus grande qu'avant. Après tout, cet animal est extrêmement rare, pouvant servir à créer une panacée ou se vendre 200 pièces d'or. Sans perdre une seconde, l'archère entraîne l'évaluateur vers le monstre. Après l'avoir évalué, Hibiki apprend que ces lapins possèdent une compétence appelée évasion, ainsi qu'une autre appelée détection des alentours. Autrement dit, s'approcher de la créature ne sera pas simple. Pourtant, Emilia montre qu'elle est prête en activant ses techniques coupure du son et coupure de l'odeur. Hibiki complimente son intelligence, mais elle réplique immédiatement qu'il est celui d'exception et que toute équipe d'aventuriers voudrait un membre comme lui. Honnêtement, il ne comprend pas comment une classe non conçue pour le combat pourrait être aussi recherchée. L'elfe lui explique que ces classes sont essentielles en arrière-garde, gérant le champ de bataille et prévenant le danger avant qu'il n'arrive. En vérité, Emilia est impatiente d'inviter l'évaluateur à rejoindre son groupe. Cependant, elle a peur de paraître solitaire ou trop pressée, alors elle décide de l'impressionner pendant cette chasse, espérant qu'il sera celui à proposer de former un duo. Décidée, l'aventurière tire sa corde d'arc. Hibiki demande où se trouvent ses flèches. Elle lui explique qu'elle utilise la bénédiction des esprits pour façonner le vent lui-même, et que c'est ce qu'elle tire. Pour le démontrer, Emalia Steinbart libère une flèche magique en direction du lapin. À sa grande gêne, la créature s'échappe facilement. Face à cette situation, l'elfe admet qu'il est impossible de toucher le maudit animal à moins de l'empêcher d'activer sa compétence évasion, ce qui ne peut se produire que lorsque la créature attaque. Dans ce cas, Hibiki se propose comme cible pour le lapin à cornes de cristal. Lors de son évaluation précédente, il a découvert que la créature n'est pas particulièrement intelligente. Avec leur stratégie en place, Hibiki attire le lapin dans un coin et le cercle d'un mur de terre,
ne laissant qu'une sortie étroite où il se tient, exposé et vulnérable. Lorsque le monstre tente de se précipiter pour l'attaquer, il est facilement frappé par la flèche d'Emalia et meurt instantanément. Par la suite, Emalia avoue qu'elle n'aurait jamais imaginé que le lapin à cornes de cristal soit si stupide, surtout assez stupide pour attaquer un humain. À moins, bien sûr, qu'Hibiki paraisse tout simplement faible même pour un monstre, ce qui, il faut l'admettre, semble être le cas. Laissant cela de côté, Hibiki monte de niveau et est surpris par le spectacle visuel psychédélique que produit son système de support de statut pendant le processus. Même ainsi, il ne comprend pas comment il a gagné des points d'expérience alors qu'il n'a pas attaqué du tout. Emalia lui explique que fournir du soutien compte aussi comme participation. Plein d'excitation, elle lève la pierre magique du lapin à cornes de cristal dans les airs et, une fois de plus, un bouton de sa blouse saute. Pendant ce temps, un être divin, assis sur un trône, souhaite à Maneb Hibiki bonne chance, alors qu'il continue à surmonter les obstacles après avoir terminé le tutoriel. Peu de temps après, une fille nommée Yvel s'inscrit officiellement à la guilde et peut désormais travailler comme aventurière. Elle a déjà décidé que sa première mission sera de chercher quelque chose de très important. Hibiki et Amalia arrivent ensuite dans la ville de Raoul, et comme les vêtements étranges de Hibiki risqueraient d'attirer une attention indésirable, Amalia lui propose sa capuche pour se couvrir jusqu'à ce qu'il puisse se procurer de nouveaux habits. Elle lui rappelle également qu'ils vont toucher une somme conséquente après la vente de ce cristal cornu, ce qui leur permettra d'acheter des armures et des armes. En parlant d'argent, Hibiki lui demande combien une pièce d'or vaut ici, mais elle est choquée par sa question, car, de toute chose, Hibiki ignore même comment fonctionne la monnaie. Ne voulant pas lui donner une impression totalement négative, Hibiki fait semblant de blaguer et demande plutôt au système de lui expliquer. Le système lui répond qu'une pièce d'or équivaut à environ 10 000 yens. Ainsi, lorsque Amalia a dit que la corne valait 200 pièces, cela correspond à 2 millions de yens, ce qui explique son empressement à la vendre. Amalia pose alors sa main sur le visage de Hibiki et lui conseille de ne pas paraître complètement ignorant dans cette ville, car s'il n'y prend pas garde, il pourrait se faire arnaquer. Hibiki sait qu'elle a raison, mais la façon dont elle le dit l'agace étrangement. Quelques minutes plus tard, Hibiki et Amalia arrivent à la guilde, et les autres membres sont surpris de voir Amalia, mais encore plus surpris qu'une solitaire comme elle est désormais un ami. Ils ne comprennent pas pourquoi elle traîne avec un enfant, mais Amalia explique que Hibiki peut être verticalement défié. Il est en réalité un adulte. Les aventuriers en déduisent qu'il doit être débutant, alors ils s'excusent de s'être moqués de sa taille et lui souhaitent bonne chance pour son premier jour. Une fois qu'ils s'éloignent, Amalia emmène Hibiki jusqu'à la réception pour rencontrer Jewel, et Hibiki ne peut s'empêcher de remarquer que Jewel a des oreilles de chat. Amalia explique à Jewel qu'elle souhaite vendre un objet et veut négocier en salle privée. Jewel comprend et les conduit dans le bureau du maître de guilde, où Hibiki est présenté à ce dernier, Balls. Dès qu'il voit Balls, Hibiki reste émerveillé, n'ayant jamais vu une forme aussi imposante et parfaite. Balls perçoit que Hibiki est un passionné de muscles, alors il retire sa chemise pour montrer les fruits de ses années d'entraînement. Hibiki est encore plus impressionné et lui demande s'il a des conseils à lui donner. Il avait déjà essayé de s'entraîner pour compenser son manque de taille par la musculature, mais son gabarit trop petit l'avait toujours limité. Bal commence à lui donner quelques conseils utiles pour la musculation, mais Jewel et Amalia commencent à s'impatienter, car elles sont venues pour vendre un objet, pas pour parler de muscles. Elles décident donc de les arroser tous les deux avec de l'eau pour les ramener à la réalité. Une fois qu'ils se sont séchés, tous s'installent pour commencer les négociations. Amalia pose la corne sur la table et Ball est impressionné. Celle-ci est 3 fois plus grande que celle qu'elle avait apportée il y a quelques années. Il lui propose 400 pièces d'or immédiatement, et Hibiki trouve que c'est une très bonne affaire, car Amalia ne s'attendait qu'à 200 pièces. Cependant, il sous-estime complètement l'avidité d'Amalia, car maintenant qu'elle sait qu'elle peut obtenir plus d'argent, elle exige 800 pièces d'or. Balls explique qu'il ne peut pas aller aussi haut, mais Amalia le force à prendre une décision en menaçant d'aller à la guilde de la capitale pour obtenir une meilleure offre. Finalement, Balls cède et accepte de payer 700 pièces d'or, ce qui dépasse largement le budget. Amalia est ravie d'avoir réussi à obtenir une si bonne affaire pour elle-même,
car maintenant Hibiki sera sûrement tentée de lui proposer de former un groupe, et elle ne sera plus une solitaire. Elle est si heureuse qu'elle pourrait sauter de joie, mais peut-être un peu trop, car son bouton décide de faire des siennes, laissant sa poitrine à nouveau en pleine vue. Joel expulse alors Balls et Hibiki de la pièce pour réparer les vêtements d'Amalia, et comme cela va prendre un moment, Hibiki décide d'aller attendre à une table. Pendant qu'il est là, le système l'informe que sa compétence tutoriale de niveau 1 a atteint les conditions de montée en niveau. C'est une bonne nouvelle, mais Hibiki n'est pas exactement sûr de ce que cela signifie, alors il demande des explications. Le système lui explique que le tutorial est une compétence qui accorde une sorte d'armure de plot à ceux qui ont un taux de survie extrêmement faible, et qu'il a été conçu spécialement par Dieu pour s'assurer que Hibiki ne meurt pas dès le spawn. Hibiki a du mal à croire qu'il ait réellement reçu sa compétence de Dieu, mais à ce moment-là, il entend une autre voix dans sa tête, celle du Dieu qui veille sur lui. Il réalise qu'il n'aurait pas pu arriver aussi loin sans l'aide divine, et il en est profondément reconnaissant. Cependant, le Dieu lui explique qu'il doit continuer à faire de son mieux pour rester en vie, car son armure de plot ne durera pas éternellement. Quelques instants plus tard, Amalia revient après avoir réparé sa chemise, mais elle reçoit une lettre de mission concernant sa ville natale, qu'elle ne peut refuser. Elle explique à Hibiki qu'elle ne pourra pas l'emmener avec elle, et s'excuse de devoir quitter la ville pour un moment. Pendant ce temps, dans une caverne sombre, une aventurière cherche quelque chose sans succès, incapable de trouver le moindre indice sur sa localisation. De retour en ville, Amalia demande à Hibiki s'il va vraiment s'en sortir seul, mais il lui assure qu'il peut gérer la situation. Il remercie Amalia pour son aide jusqu'à présent, mais il ne veut plus être un fardeau, il doit donc apprendre à se débrouiller par lui-même. Hibiki prévoit de devenir aventurier, car il a vu quelques quêtes à la guilde qu'un non-combattant comme lui pourrait accomplir. Amalia est ravie de constater que Hibiki a déjà un plan en tête, et pour lui faciliter un peu la tâche, elle lui propose de rester dans la chambre qu'elle loue pour le moment. Elle lui remet une carte et lui explique qu'à son arrivée, il doit demander une dame nommée Tanya, qui s'occupera de lui. Elle promet de le revoir à son retour, mais au moment de partir, Hibiki se rappelle qu'il doit lui rendre son poncho. Amalia lui dit qu'il peut le garder, mais Hibiki pense qu'elle en a bien plus besoin que lui, puisque ses boutons continuent de sauter tout le temps. En repensant à tout ça, Amalia s'enfuit, gênée, incapable de croire que Hibiki a déjà vu sa poitrine 3 fois. Cependant, elle ne fait pas attention à où elle va et finit par heurter l'aventurière qu'on a vue plus tôt. Elle parvient à se retenir avant de tomber et s'excuse immédiatement en demandant si la fille va bien, mais celle-ci ne détourne pas le regard. Un gardien arrive après avoir entendu tout ce vacarme et demande à Amalia pourquoi elle est si pressée. Amalia explique qu'elle se rend en mission dans sa ville natale. Dès que l'aventurière entend cela, elle devient intéressée et demande si Amalia parle du village elfique. Après qu'Amalia a confirmé, la fille affiche un sourire malin. Elle mentionne alors qu'elle se dirige également vers Fernote, donc elle et Amalia devraient pouvoir voyager ensemble. Une fois qu'Amalia est partie, Hibiki passe presque tout son temps à dormir à l'intérieur, et la batterie de son téléphone est complètement vide, donc il n'a rien à faire. Il n'a pas vraiment à s'inquiéter pour l'argent après la vente de la corne, mais il n'a toujours pas trouvé de moyen de retourner chez lui, et le dieu ne lui a plus parlé depuis. Il essaie de demander à Joel si elle sait quelque chose sur un autre monde, mais apparemment, ici cela signifie quelque chose de très différent, car elle devient toute timide et le pointe vers un centre NSFW, ce qui n'est pas ce qu'il cherchait. Hibiki ne veut vraiment pas que les gens se méfient de lui, donc il a évité les interactions ces derniers temps, mais il sait qu'il ne peut pas continuer ainsi éternellement. À ce moment-là, Tanya frappe à la porte d'Hibiki. Elle est venue parce que Hibiki n'est pas descendu pour le petit déjeuner, ou le déjeuner plus tôt dans la journée, et elle commençait à s'inquiéter. Il la rassure en disant qu'il va parfaitement bien, et Tanya est contente de l'entendre. Elle lui rappelle que le dîner sera prêt bientôt et qu'il devrait descendre quand il sera prêt à manger. Hibiki la remercie, et après son départ, il se rend compte qu'il va devoir commencer à gagner de l'argent, car l'argent de la corne ne durera pas éternellement. Il demande alors au système de montrer ses statistiques pour savoir dans quoi il pourrait être bon, et le système fait comme demandé. Hibiki ne sait pas vraiment si ses statistiques sont bonnes ou non, alors il demande l'avis du système. Le système lui explique qu'avec ses statistiques actuelles, il est pratiquement de la chair à canon,
donc il ne devrait même pas envisager le combat en solo pour l'instant. Hibiki s'y attendait un peu, alors il décide de regarder ses compétences pour voir s'il y a quelque chose d'utile. Il découvre qu'il possède une compétence appelée Ladies Magnet, mais il ne sait pas ce qu'elle fait. Il a aussi 2 autres compétences, Contract et Médecine. Il demande au système ce que fait Médecine, car cela semble utile, et le système lui explique que c'est une compétence qui lui permet d'acquérir des connaissances médicales détaillées en téléchargeant 7 années d'études de médecine directement dans sa tête. Cela semble vraiment génial. Alors Hibiki dit qu'il veut l'essayer, mais le système le prévient qu'il ne pourra pas arrêter le processus une fois commencé, et que les livres de médecine sont assez volumineux, donc cela prendra un certain temps. Hibiki est un peu hésitant après avoir entendu cela, mais il décide malgré tout de continuer, et pour une fois, le système semble vraiment déçu par sa décision. Peu après, le livre médical apparaît devant Hibiki, et le transfert d'informations commence, mais cela fait beaucoup plus mal qu'il ne l'avait imaginé. Quelques jours plus tard, le transfert de connaissances est enfin terminé, et Hibiki se sent absolument épuisé, car il n'a ni mangé ni dormi depuis si longtemps. Il décide de sortir pour faire quelques courses et se changer les idées. Après avoir pris un repas, il s'achète un ensemble d'armures et du matériel d'aventure général. Il remarque également que l'acquisition de compétences est beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait pensé. Le système lui explique que toutes les compétences ne nécessitent pas la méthode de téléchargement via livre, donc il n'a pas à s'inquiéter pour ça. Hibiki remarque aussi que le système semble beaucoup plus bavard depuis que son tutoriel a monté de niveau, et puisqu'elle est réellement prête à tenir une conversation avec lui, il décide de lui donner un vrai nom, disant qu'il l'appellera Sapo. Sapo semble plutôt contente de cela. Hibiki retourne à la guilde pour voir s'il y a des quêtes pour lui, mais à ce moment-là, le groupe d'aventuriers qu'il avait rencontré à son arrivée arrive en trombe, car l'un d'eux a été gravement blessé au combat. Le garçon a perdu un bras et une jambe, et il saigne encore abondamment. Si rien n'est fait, il va mourir très vite. Balls aurait pu le sauver, mais malheureusement, Jewel dit qu'il n'est pas en ville pour l'instant, et ils ont essayé toutes les autres magies de soins qu'ils connaissaient, mais rien n'a fonctionné. Hibiki voit dans quel état critique se trouve le blessé, et veut aider, alors il décide d'essayer ses nouvelles compétences médicales pour voir si cela fonctionne. Il s'approche et demande au groupe s'ils accepteraient qu'il examine leur ami. Le groupe est tellement désespéré qu'il n'a guère le choix, et laisse Hibiki examiner le blessé. Après avoir utilisé une compétence d'examen, le système informe Hibiki que l'homme est actuellement sous l'effet d'un poison de cerf, ce qui explique pourquoi son saignement ne s'arrête pas. Il ne lui reste qu'environ 5 minutes avant de mourir, donc le seul moyen de le sauver serait d'utiliser les sorts Soin parfait et Guérison parfaite. Cependant, utiliser ces sorts coûterait plus de 600 MP, et Hibiki n'a actuellement que 56. Les autres remarquent l'expression inquiète sur le visage d'Hibiki et lui demandent si quelque chose ne va pas. Il leur explique qu'il sait comment soigner leur ami, mais qu'il ne peut rien faire pour l'aider car il n'a pas assez de mana. Il demande si quelqu'un d'autre peut utiliser Soin parfait ou Guérison parfaite, mais aucun d'eux ne possède de compétences de ce type, donc les options sont limitées. À ce moment-là, le système informe Hibiki qu'il peut utiliser sa compétence de contrat pour former un contrat de transfert de MP afin de compenser le déficit et qu'il lui suffit d'obtenir le consentement verbal de toutes les personnes impliquées. Dès qu'il entend cela, il dit à tout le monde qu'ils doivent accepter de transférer leur MP vers lui, et puisque c'est pour sauver leur ami, tous acceptent sans hésitation. Hibiki reçoit beaucoup de MP grâce à ce transfert, mais il lui en manque encore près de 200. Alors Jewel propose de transférer également son MP. Dès qu'Hibiki atteint la quantité requise, il lance les sorts de soins, restaurant les membres blessés de l'aventurier et sauvant sa vie. Cependant, Hibiki s'effondre un moment plus tard à cause de l'effort d'avoir utilisé autant de MP d'un coup. Un peu plus tard, Hibiki se réveille sur un canapé dans une salle de réunion, et son niveau a considérablement augmenté, ce qui le rend très excité. Mais après sa petite danse de célébration, il réalise que Jewel était dans la pièce et qu'elle a tout vu, ce qui l'embarrasse un peu. Jewel le remercie d'avoir sauvé son petit frère, et Hibiki est surpris d'apprendre que Jade est son frère, mais il dit qu'il était heureux de pouvoir aider. Elle ajoute également qu'elle a pris la liberté de mettre en place un accord de confidentialité pour s'assurer que personne ne parle de ce qui s'est passé aujourd'hui. Hibiki demande pourquoi,
et elle lui explique qu'il est presque inouï que quelqu'un soit capable d'utiliser à la fois soins parfaits et guérison parfaite, et que si la nouvelle se répand, quelqu'un finira par essayer d'exploiter Hibiki pour de l'argent. Sur ce point, elle lui dit qu'il devrait probablement rejoindre un groupe d'aventuriers ou engager un gardien du corps pour se protéger, puisqu'il n'est pas un combattant. Et pendant ce temps, dans le donjon, un homme-loup semble parfaitement convenir pour ce rôle. Ceci marque la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Hibiki décida d'engager un garde du corps, et pour cela, il prit rendez-vous avec un homme nommé Debbie. Mais dès leur première rencontre, quelque chose semblait étrange. À peine arrivé, Debbie se mit à le renifler. Après cette introduction plutôt gênante, Debbie lui présenta 5 de ses hommes les plus puissants, lui demandant de choisir celui qu'il souhaitait engager. Mais Hibiki les refusa tous immédiatement. Il se sentit un peu coupable, car ils étaient effectivement très forts. Cependant, aucun d'entre eux n'avait un niveau de MP suffisamment élevé. Or, Hibiki voulait quelqu'un avec beaucoup de MP, afin de pouvoir utiliser ses compétences médicales sur lui en cas de besoin. Il s'excusa d'être aussi exigeant, mais Debbie lui répondit que ce n'était pas un problème. Après tout, il pouvait sentir sur Hibiki l'odeur d'une grande fortune à venir. C'était même pour cela qu'il l'avait reniflé plus tôt. En regardant les statistiques de Debbie, Hibiki remarqua une compétence appelée sens de l'argent, qui lui permettait probablement de détecter les personnes destinées à devenir riches, même s'il ne comprenait pas exactement comment cela fonctionnait. Alors qu'ils continuaient leurs recherches, Hibiki jeta un regard vers un couloir sombre, mais Debbie lui conseilla de ne pas y aller. Les personnes qui s'y trouvaient, selon lui, étaient défectueuses. Elles n'étaient bonnes ni pour le combat, ni pour le travail manuel, et n'avaient même pas les moyens de retourner dans leur pays. Par pitié, il les avait simplement laissés rester ici. Ces paroles éveillèrent la curiosité de Hibiki. Des gens incapables de retourner dans leur pays. Se pourrait-il qu'ils aient été transportés dans ce monde comme lui? Intrigué, il demanda à Debbie de l'y conduire. Celui-ci accepta, et ils s'enfoncèrent dans le couloir. Finalement, ils arrivèrent devant une cellule où se trouvaient un homme-loup et une petite fille. Debbie comprit immédiatement ce que pensait Hibiki, et précisa rapidement. Ce n'est pas une situation d'esclavage. Ils avaient auparavant des chambres normales, mais quelques jours plus tôt, l'homme-loup avait attaqué un autre client en voulant protéger la petite fille. Ce n'était qu'un malentendu. Mais depuis, il devenait agressif dès que quelqu'un s'approchait. Pour la sécurité des autres, ils avaient été contraints de l'enfermer. À cet instant, l'homme-loup hurla à Hibiki de déguerpir. Hibiki comprenait parfaitement pourquoi les autres clients avaient peur de lui. Mais en examinant ses statistiques, quelque chose attira son attention. Le système indiquait que certaines de ces données étaient cachées. Il activa alors Expert Eye pour percer cette dissimulation. Et ce qu'il découvrit le stupéfia. L'homme-loup était en réalité sous l'effet d'un mal appelé chaîne immobile, une malédiction invisible qui affaiblit drastiquement sa cible de façon permanente. C'était pour cela que ses statistiques semblaient si médiocres. En vérité, il avait autrefois été un héros de niveau 95. Hibiki ne s'attendait absolument pas à tomber sur quelqu'un d'un tel niveau. Puis, il examina la petite fille. Elle s'appelait Liliane. Mais plus important encore, elle était une sage. Cependant, elle souffrait d'un autre problème, un état appelé magie hors de contrôle. Elle possédait une quantité immense de mana, mais incapable de la maîtriser, elle risquait un jour de s'autodétruire. Claude et Liliane avaient tous les deux largement assez de puissance magique pour ce dont Hibiki avait besoin. Mais engager un ancien héros et une sage comme garde du corps restait une décision lourde de conséquences. Sapo lui suggéra alors d'utiliser la compétence Relief Measure, capable de lever certains états anormaux selon son niveau de maîtrise. Si cela pouvait aider Claude, alors cela valait la peine d'essayer. Hibiki annonça donc à Debbie qu'il souhaitait engager Claude et Liliane. Puis, il les emmena dans la forêt. L'état de Claude était critique. Il lui manquait 2 bras et une jambe. Malgré cela, il restait farouchement protecteur envers Liliane, convaincu que Hibiki avait de mauvaises intentions maintenant qu'ils étaient seuls. Hibiki admit qu'il comptait effectivement faire beaucoup de choses, mais le rassura immédiatement. Il n'avait rien à craindre. Il expliqua d'abord vouloir soigner ses blessures. Cependant, pour cela, il aurait besoin d'une énorme quantité de mana.
Il demanda donc à Liliane de l'aider. Claude, méfiant, pensa qu'il s'agissait d'un piège et avertit Liliane de ne pas lui faire confiance. Mais Liliane, reconnaissante envers Claude pour l'avoir toujours protégée, était prête à tout pour l'aider. Elle accepta. Un contrat de partage de mana fut alors établi. Avec cette nouvelle source d'énergie, Hibiki lança le sort Perfect Heal. En un instant, les membres de Claude furent entièrement restaurés. Claude resta sans voix. Jamais il n'aurait imaginé rencontrer quelqu'un capable d'une telle magie, même s'il devait admettre qu'il ne se sentait pas encore aussi fort qu'à l'époque de son apogée. Hibiki s'y attendait déjà. Selon lui, la raison était évidente, la malédiction. Et justement, il comptait s'en occuper ensuite. Claude fut choqué d'apprendre qu'Hibiki connaissait son état. Après tout, cette malédiction était censée être invisible, même pour les meilleurs experts. Mais Hibiki lui expliqua calmement qu'il possédait la compétence Expert Eyes, qui lui permettait de voir ce que les autres ne pouvaient pas. C'était ainsi qu'il savait que Claude avait été un héros, et que Liliane deviendrait un jour une grande sage. Mais pour l'instant, l'important était ailleurs. Il était temps de briser cette malédiction. Hibiki lança alors le sort relief. Soudain, la chaîne invisible qui entravait Claude se matérialisa, tandis qu'une paire de ciseaux apparut dans les airs. D'un geste rapide, les lames coupèrent l'un des liens. Hibiki soupira, légèrement déçu. Juste une chaîne. Avec une compétence encore au niveau 1, c'était le maximum qu'il pouvait faire. Malgré cela, Claude sentit immédiatement une partie de sa puissance revenir. C'était comme si son corps respirait à nouveau. Profondément reconnaissant, il s'agenouilla et proposa de prêter allégeance à Hibiki. Celui-ci accepta sans hésiter. Mais à ce moment-là, Sapo intervint. Il suggéra d'utiliser la compétence contract pour formaliser ce serment. Grâce à cette capacité, toutes les promesses devenaient absolues. Si Claude prêtait allégeance via un contrat, il ne pourrait jamais le trahir. Hibiki trouva cela logique, surtout que l'idée venait de Claude lui-même. Ainsi, le serment fut prononcé. Et au moment où le contrat se forma, une marque apparut sur les mains d'Hibiki et de Claude, symbole de leur pacte. Une fois cela fait, Hibiki s'assit avec Claude et Liliane pour leur expliquer ses capacités. Il leur révéla qu'il pouvait utiliser des sorts médicaux de très haut niveau. Le problème, cependant, était simple. Il n'avait pas assez de MP pour les lancer seuls. C'est pourquoi il avait besoin de partager leur mana afin d'utiliser pleinement ses pouvoirs. Il leur demanda alors s'ils accepteraient de former un contrat permanent de partage de MP avec lui. Sans hésiter un instant, Claude et Liliane acceptèrent. Le contrat fut scellé. À cet instant, Sapo annonça que la compétence technique d'Hibiki, Grimoire, venait de monter de niveau. Hibiki allait de... Claude prit alors la parole, un peu hésitant. Il avoua qu'il avait une question en tête depuis un moment. Parfois, il voyait Hibiki fixer le vide, tout en parlant tout seul. Franchement, c'était inquiétant. Il se demandait sérieusement si quelque chose n'allait pas. Hibiki le rassura aussitôt. « Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de grave. » Il expliqua simplement qu'il entendait une voix dans sa tête, une voix qui lui donnait parfois des informations utiles. En disant cela, il s'attendait à passer pour un fou, mais à sa grande surprise, Claude ne sembla pas choqué du tout. Au contraire, il reconnut immédiatement ce phénomène. C'est la compétence tutoriale, n'est-ce pas? Et si Hibiki possédait cette compétence? Alors cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il venait d'un autre monde. Hibiki resta bouche bée. Claude connaissait donc les transmigrés? Mais même Claude n'en savait pas beaucoup. Il en avait simplement entendu parler. De son côté, Liliane était complètement perdue. Elle n'avait jamais entendu parler d'un autre monde. Curieuse, elle demanda des explications. Claude simplifia. « Ça veut juste dire qu'Hibiki vient d'un endroit très lointain. » Hibiki, un peu hésitant, leur demanda alors. « Ça ne vous dérange pas? Que je sois d'un autre monde ?» Claude secoua la tête. Cela ne le dérangeait absolument pas. Au contraire, n'importe qui serait heureux de s'allier à quelqu'un comme Hibiki, car la compétence tutoriale était un pouvoir extrêmement rare, directement accordé par un dieu. Hibiki fut choqué d'apprendre que cette capacité était aussi exceptionnelle. Intrigué, il décida même de poser directement la question à Dieu. Celui-ci répondit tranquillement que ce n'était pas si impressionnant, mais ajouta quand même que cette compétence consommait actuellement environ un tiers de sa propre puissance. Donc bon,
Peut-être que c'était un peu abusé. Après avoir discuté avec Claude, celui-ci en arriva à une conclusion importante. Le dieu avec lequel Hibiki communiquait devait être le dieu suprême. Dans ce monde, il existait 11 dieux. Et le dieu suprême était considéré comme le tout premier. Des capacités comme Tutorial ou Expert Eyes ne pouvaient être accordées que par lui. Hibiki, lui, n'en revenait pas. Il parlait à ce dieu, comme à un ami. Claude en déduisit alors quelque chose d'évident. Le dieu suprême devait particulièrement apprécier Hibiki. Mais Hibiki n'était pas convaincu. Selon lui, les dieux favorisaient bien plus Claude et Liliane. Après tout, être un héros ou une sage, c'était déjà incroyable. Même s'ils devaient admettre une chose, ils avaient peut-être un peu exagéré avec Liliane. Lui donner une capacité comme Raging Sanctuary. C'était beaucoup trop lourd à porter pour une enfant. Liliane demanda alors de quoi parle Hibiki, car elle n'avait jamais entendu parler de cette compétence. Hibiki lui explique calmement qu'il s'agit d'un pouvoir qui lui confère une quantité gigantesque de magie, à tel point que son corps n'est pas capable de la contrôler. En entendant cela, Liliane est profondément bouleversée. Cette magie incontrôlable, c'est exactement ce qui l'a fait rejeter par sa famille et l'a forcée à vivre seule. Claude intervient alors, expliquant que ce genre de compétence relève normalement du dieu de la magie. Hibiki s'interroge donc, pourquoi le dieu suprême lui a-t-il attribué un tel pouvoir? Au même moment, le dieu suprême admet, d'un ton gêné, qu'il a peut-être fait une erreur en donnant cette compétence à Liliane. Lorsque la déesse de la magie l'apprend, elle explose de colère. Après avoir réglé ses comptes avec le dieu suprême, la déesse de la magie se présente à Hibiki et s'excuse pour tout le désordre. Cependant, elle explique qu'une compétence déjà attribuée ne peut pas être retirée. Liliane devra donc conserver Raging Sanctuary. Heureusement, Hibiki possède également une compétence liée à la magie, appelée grimoire. Et comme il est relié à Liliane par contrat, il peut désormais réguler son flux de mana en ajustant la sortie. La déesse de la magie propose ensuite à Hibiki de tester une autre fonctionnalité. Il active donc la compétence. Et une petite créature apparaît, un chat nommé Ven. Ven explique qu'elle a été envoyée par la déesse de la magie pour lui enseigner le fonctionnement des sorts. Mais avant même qu'elle puisse finir sa phrase, Liliane la prend dans ses bras et commence à la caresser, totalement attendrie par sa mignonnerie. Hibiki se joint naturellement à elle. Claude, lui, observe la scène avec une frustration évidente. Il se sent complètement mis de côté. Une fois les caresses terminées, Hibiki demande à Ven comment utiliser la magie. Elle répond qu'elle est elle-même le grimoire et qu'elle se chargera directement de lancer les sorts à sa place. Hibiki la remercie et la caresse encore une fois sur la tête. Ce geste fait perdre patience à Claude. Non seulement Hibiki ne l'a jamais caressé lui, mais un chat apparu il y a 10 secondes reçoit déjà toute son attention. C'est une injustice totale. Il se retient néanmoins, reprend son calme et s'excuse pour son éclat. Hibiki, lui, ignore complètement la scène et demande tranquillement à Ven de lui expliquer davantage la magie. Mais Ven reste figé, encore choqué par tout. Dans un quartier tout à fait ordinaire, une fille observait un garçon en train de jouer à Splatoon. Tout avait commencé en 6e, lorsque Miku Sakura avait dit à Yukia Asagi « Je t'aime ». Ils avaient appelé ça le jeu du « Je t'aime ». À l'époque, ces mots ne faisaient pas vraiment battre le cœur de Yukia. Il se les répétait à tour de rôle, et celui qui rougissait en premier perdait. 4 ans plus tard, ils continuaient encore. Aucun des deux ne voulait admettre que ces mots leur donnaient des papillons dans le ventre. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait toujours pas de gagnant. Miku accusa Yukia de tricher, affirmant l'avoir vu devenir timide, mais lui insista. C'était toujours une égalité. Puis elle ajouta que l'expression qu'il faisait en disant « Je t'aime » était plutôt séduisante. Cette fois, il fut clairement troublé, mais resta obstiné. Il refusait d'admettre que cela l'affectait. Gentille, Miku lui laissa finalement le match nul. Pendant ce temps, Hinako et Masaru observaient leur jeu. Hinako ne se souvenait pas que les règles étaient comme ça, mais selon Masaru, il les avait modifiées. Tout était permis pour gagner. Pire encore, l'un des deux devait avouer sa défaite avant la fin, ce qui transformait le tout en une véritable épreuve d'endurance. Miku et Yukia étaient en réalité des amis d'enfance incapables d'avouer leurs sentiments. Masaru et Hinako ne pouvaient que les regarder avec tendresse se débattre dans cette situation. Lorsque Miku dut partir,
Elle rappela à Yukia la cérémonie d'entrée au lycée du lendemain. Elle espérait qu'ils seraient dans la même classe. Mais Yukia, jouant les durs, affirma que cela lui était égal. À peine Miku partit, Yukia perdit son calme. Il avait l'impression qu'elle se moquait de lui. Un instant, elle agissait comme une petite peste précoce, et l'instant d'après, comme une enfant innocente. Ces changements constants le rendaient fou. Elle était beaucoup trop mignonne. Dès qu'elle n'était plus là, il devenait honnête avec lui-même. À ce rythme, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il perde. Hibiki lui demande comment il compte s'y prendre, mais avant même d'obtenir une réponse, Veni lui mord le doigt, et cela suffit apparemment pour finaliser l'enregistrement. Ensuite, Veni se tourne vers Liliane et lui explique que, désormais, sa puissance magique sera limitée à environ 10%, afin d'éviter qu'elle ne mette son propre corps en danger. Plus elle apprendra à contrôler correctement sa magie, plus elle pourra libérer progressivement sa véritable puissance. L'étape suivante consiste à faire en sorte que Hibiki s'entraîne avec Liliane en duel, tout en faisant circuler le mana entre leurs deux corps pour le stabiliser. Mais Hibiki n'a absolument aucune idée de la manière de procéder. Veni demande alors à Claude d'injecter une partie de son mana dans le corps de Hibiki pour qu'il puisse en ressentir le flux. Claude s'exécute et presque immédiatement, Hibiki se retrouve plongé dans un espace vide, sans personne autour de lui. Peu après, il aperçoit une femme elfe assise près d'un lac. Lorsqu'il s'approche, elle l'appelle par le nom de Claude. Hibiki est d'abord confus, mais en baissant les yeux, il réalise qu'il est devenu Claude. Il comprend alors qu'il est en train de revivre les souvenirs de ce dernier. La femme elfe s'appelle Anastasia et Claude était à ses côtés depuis son enfance. Ils avaient combattu ensemble, pleuré ensemble et ri ensemble, et Claude espérait que ces moments dureraient éternellement. Mais un jour, tout bascule. Anastasia le trahit. Elle massacre toute une troupe de soldats et tranche le bras de Claude, le tout avec un sourire aux lèvres. Lorsque Hibiki reprend connaissance, il voit Claude penché au-dessus de lui, lui demandant s'il était réveillé. Au début, Hibiki est encore persuadé d'être Claude, mais après quelques instants, il retrouve enfin son identité. Il trouve étrange d'avoir réellement cru être quelqu'un d'autre, mais Veni lui explique que le partage de mana l'a plongé profondément dans la conscience de Claude, au point de lui faire perdre temporairement le sens de lui-même. Veni lui demande alors s'il a vu quelque chose d'intéressant dans ses souvenirs, mais Hibiki n'arrive pas à se rappeler grand-chose, si ce n'est que ce qu'il a vu était profondément troublant. Un peu plus tard, Hibiki s'entraîne sans relâche pour apprendre à utiliser la magie domestique. Pour y parvenir, il doit répéter encore et encore des tâches ménagères jusqu'à ce que la magie s'active naturellement. Cependant, malgré tous ses efforts, cela fait un bon moment qu'il s'y consacre et, d'après Sapo, il n'a toujours fait aucun progrès. À ce moment-là, Liliane et Claude arrivent pour le chercher, car il est l'heure de dîner. Mais maladroitement, Claude renverse un seau, annulant tout le travail que Hibiki venait de faire en nettoyant le sol. Pris de panique, il s'excuse immédiatement et supplie Hibiki de lui pardonner. Mais Hibiki reste calme et lui dit que ce n'est pas grave, puisqu'il peut simplement nettoyer à nouveau. Pendant que Claude rumine encore sa faute, Hibiki se met à nettoyer à une vitesse impressionnante, terminant non seulement la pièce, mais aussi tout le couloir en un temps record. Une fois fini, il demande à Sapo si cela suffit enfin pour débloquer la magie domestique, mais celui-ci lui répond qu'il a encore un long chemin à parcourir. Peu après, la maîtresse de l'auberge arrive pour les appeler à table. En voyant l'état impeccable du couloir, elle est stupéfaite, car il n'a jamais été aussi propre. Elle demande à Hibiki si c'est lui qui a fait tout cela, et lorsqu'il confirme, elle se montre extrêmement satisfaite. Tellement satisfaite qu'elle lui propose de lui donner un peu de lait en plus pendant le dîner. Hibiki n'y prête pas vraiment attention, sans se douter du sous-entendu derrière cette proposition. Plus tard, Hibiki et Liliane reprennent leur entraînement magique. Liliane a déjà réussi à maîtriser quelques sorts de base, ce que Hibiki trouve impressionnant, tandis qu'elle et Veni travaillent à améliorer son contrôle. De son côté, Claude s'approche de Hibiki pour lui proposer un entraînement physique. Hibiki n'est pas contre, mais il doute fortement d'avoir la force nécessaire pour manier une épée en combat. Heureusement, Claude avait déjà anticipé cela et lui a apporté un arc à la place. Il installe une cible et demande à Hibiki de tirer. Hibiki fait de son mieux, mais sans surprise, il est aussi mauvais à l'arc que dans tout le reste. Malgré cela, Claude refuse d'abandonner.
Il lui donne des conseils, lui demandant d'étirer son dos, de tirer davantage sur la corde de l'arc, puis de réessayer, déterminé à le faire progresser. Maintenant que Hibiki adopte une posture correcte, ses flèches atteignent enfin l'arbre, mais sa précision reste catastrophique. Épuisé, Hibiki réalise que le tir à l'arc est bien plus exigeant qu'il ne l'imaginait, surtout quand Emalia donnait l'impression que c'était si facile. Claude le rassure en lui disant qu'il finira par s'y habituer avec la pratique. Hibiki demande alors s'ils peuvent au moins faire une pause pour aujourd'hui, car ses mains sont rouges et enflées. Mais Claude lui répond avec désinvolture qu'il n'a qu'à utiliser de la magie de guérison pour soigner ses mains. Il n'y a donc aucune raison de s'arrêter. Et ainsi, Hibiki se retrouve contraint de tirer flèche après flèche, sans répit. Pendant ce temps, Emalia poursuit son voyage de retour vers sa ville natale. Elle se demande comment Hibiki s'en sort de son côté. Elle est certaine qu'il serait surpris d'apprendre qu'elle s'est fait des amis en chemin. Styria remarque d'ailleurs qu'Emalia semble de très bonne humeur, mais cette dernière prétend ne pas voir de quoi elle parle. Un peu plus loin, la route se divise en deux. Même si Emalia sait qu'un des chemins est plus court, elle propose de prendre l'autre. Ivar lui demande pourquoi, et Emalia explique que le raccourci traverse une forêt en ruine, réputée hantée par des esprits qui jouent d'hockey. Des tours aux voyageurs. Mieux vaut donc éviter cet endroit. Malgré cet avertissement, Ivar trouve l'idée fascinante et décide qu'elle veut aller voir cette forêt hantée. Emalia ne comprend pas cet enthousiasme, mais Ivar explique que ce genre d'endroit cache souvent des trésors. Cela vaut donc le coup d'y jeter un œil. Emalia comprend son raisonnement, mais elle pense que les éventuels trésors ont probablement déjà été récupérés par d'autres aventuriers. Malgré tout, étant presque à court d'argent, elle accepte d'y aller, au cas où elle trouverait quelque chose de précieux. Pendant ce temps, du côté de Hibiki, tandis que Liliane poursuit son entraînement magique, lui s'occupe de préparer le déjeuner pour tout le monde. Après avoir goûté, il trouve le plat un peu fade et s'apprête à ajouter des épices. Liliane veut l'aider et lui tend du sel et du poivre. Lorsqu'elle goûte le résultat, elle trouve le plat absolument délicieux. Une fois le repas prêt, Hibiki sert tout le monde et les autres adorent ce qu'il a cuisiné. Cependant, lorsqu'il s'agit des accompagnements préparés par Claude, les choses se compliquent. En goûtant un champignon, Hibiki comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Claude ne l'a clairement pas nettoyé correctement. Il remarque aussi qu'il n'y a quasiment aucune pomme sur la table, alors qu'il avait demandé à Claude d'en apporter. Claude essaie de faire semblant d'avoir oublié, mais Liliane découvre rapidement un tas de pommes cachées derrière lui. Elle commence alors à le gronder, lui disant qu'il ne doit pas dissimuler ses erreurs. Hibiki demande ensuite si Claude sait au moins dépecer les monstres, ce que la plupart des aventuriers savent faire. Claude répond fièrement que oui, il est très doué pour cela. Hibiki décide alors que ce sera désormais son travail, puisque ses compétences en cuisine sont catastrophiques. Claude baisse la tête, honteux, et tente de se justifier en disant que sa maladresse vient de la malédiction. Selon lui, s'ils parviennent à lever cette malédiction un jour, il sera vraiment bien cuisiné. Mais ni Hibiki ni Liliane ne semblent le croire. Hibiki lui demande alors s'il sait qui a lancé cette malédiction sur lui. Claude réfléchit un instant, puis répond. Un peu plus tard, le repas terminé, Hibiki lave la vaisselle dans la rivière. Soudain, il apprend qu'il a enfin débloqué un sort de tâche ménagère lui permettant de laver les objets automatiquement. Il est ravi d'entendre cela. Mais Sapo ajoute aussitôt un avertissement. Un énorme monstre sanglier approche. Effectivement, un sanglier monstrueux apparaît, l'air furieux pour une raison inconnue. Hibiki et les autres ne s'inquiètent pas trop, car Claude est là pour s'en occuper. D'un seul coup de lance, il abat la bête. Même si la menace immédiate est écartée, Claude prévient que s'il ne s'occupe pas rapidement du sang du sanglier, son odeur risque d'attirer d'autres monstres. C'est alors que le nouveau sort appris par Liliane entre en jeu. Elle parvient à aspirer et isoler tout le sang de la créature, ne laissant qu'une carcasse parfaitement propre. Claude en profite pour proposer à Hibiki de lui apprendre à dépecer un monstre, afin qu'il puisse le faire lui-même la prochaine fois. Hibiki hésite, trouvant cette tâche particulièrement répugnante. Pendant ce temps, du côté d'Emalia, elle et les autres arrivent au fort situé dans la forêt en ruine. Ivar est persuadé que s'il existe un trésor, il doit forcément se trouver ici. Emalia et Styria décident donc d'entrer pour explorer. Restée à l'extérieur, Ivar tente de détecter l'esprit qu'elle recherche. Il y a bien des âmes errantes dans les environs,
mais aucune ne correspond à celle qu'elle traque. À l'intérieur du fort, Emalia et Styria tombent sous l'influence des illusions du lieu. Emalia croit avoir découvert un immense trésor, tandis que Styria imagine être en train de se gaver sur la poitrine d'Emalia. En réalité, rien de tout cela ne se produit. De retour avec Hibiki, le groupe a terminé de ranger la viande du sanglier et s'apprête à repartir. Mais ils sont désormais couverts de saleté, et Hibiki souhaite prendre un bain. Cependant, ce n'est pas possible pour le moment. Heureusement, il dispose désormais du sort de nettoyage à bulles et souhaite l'essayer. Cette idée met Liliane et Claude sur leur garde, car avec les compétences douteuses d'Hibiki, ils préfèrent éviter de servir de cobaye. Mais il est déjà trop tard. Hibiki lance le sort sur Claude. Contre toute attente, le résultat est un succès total. Claude se retrouve parfaitement propre, avec une apparence presque modèle, comme transformé en version ultra soignée de lui-même.